cognitive pour ensuite le rassurer sur le produit en lui donnant de l'information. Pour accroître les dons à l'égard d'une association comme Médecins du Monde ou la Croix-Rouge, faut-il par exemple montrer des clichés d'enfants estropiés ou malingres pour jouer sur la dimension affective de l'attitude, par un effet dramatique? Ou bien faut-il jouer sur la dimension conative, en proposant des systèmes de dons en apparence indolores, par exemple sous la forme d'un prélèvement de 2 € par mois? On sait par exemple que la plupart des publicités automobiles, la Golf de Volkswagen en est un très bon exemple, ont pour objectif essentiel de rassurer les acquéreurs récents en les confortant dans leur choix. L'attitude pose donc la question de ce qu'il faut communiquer aux clients potentiels. On parlera par exemple de route centrale quand le contenu d'un message concerne essentiellement le produit et donne au consommateur un ensemble d'informations pour l'évaluer. On appellera route périphérique la stratégie de communication qui consiste à atteindre le consommateur en jouant sur des signaux périphériques tels que la musique, l'utilisation d'un porte-parole, etc. L'attitude conditionne-t-elle le comportement? Il faut donc comprendre le marketing comme une formidable machine idéologique à fabriquer ou distordre des systèmes de croyances. Néanmoins, plusieurs questions se posent. D'abord celui du lien entre attitude et comportement. On a pendant longtemps postulé un lien direct et unilatéral entre un système d'attitude et des comportements sous-jacents. Mais force est de constater que, premièrement, une attitude n'est pas forcément prédictive d'un comportement qui lui est lié a priori, et deuxièmement, un comportement peut ne pas être sous-tendu par un système d'attitude. Ainsi, je puis manifester beaucoup d'intérêt pour le commerce équitable et acheter néanmoins des produits d'entreprise qui ne respectent pas les termes de l'échange. Je puis même ne pas aimer une marque et pourtant continuer à l'acheter pour diverses raisons, qui vont de l'inertie comportementale à la pression sociale. Il n'y a donc pas de lien systématique entre le système d'attitude d'un consommateur et ses comportements. D'où l'idée que dans bien des cas, les consommateurs ne font pas ce qu'ils disent et ne disent pas ce qu'ils font. Une étude avait tenté de montrer les raisons de ce paradoxe. Les individus ont par exemple une tendance systématique à sous-estimer dans leur discours leur consommation de cigarettes ou de boissons alcoolisées et à surestimer leur activité physique ou leurs actes de générosité. Ensuite se pose la question du changement d'attitude. Comment faire manger des biscuits Prince au petit déjeuner alors que la plupart des individus sont persuadés qu'il est sain de manger des cornflakes? En déconstruisant la croyance fortement établie dans l'apport nutritionnel des cornflakes et en montrant par exemple pourquoi les biscuits contiennent plus de fibres et plus de sucre lent. On le voit, le développement d'un marché se fait essentiellement par des changements d'attitude. D'où l'importance de se doter de prescripteurs légitimes. Le marketing a donc souvent affaire avec le changement d'attitude. Mais changer des façons de penser n'a véritablement de sens que si l'on change corrélativement les façons d'agir. Comme le marketing est une gigantesque machine à créer, entretenir et modifier des croyances, l'attitude a depuis toujours été l'une des pierres angulaires des stratégies marketing et publicitaires. Qu'est-ce par exemple la publicité si ce n'est une formidable machine non pas à vendre, mais à fabriquer et modifier des attitudes à l'égard des marques dans l'espoir de modifier des comportements de consommation? Le risque de la dissonance. Enfin, l'attitude pose au marketing le problème de la dissonance cognitive dans le cas notamment d'une surpromesse. Comme l'a mis en évidence Léon Festinger dans sa théorie de la dissonance cognitive dès 1957, nous ressentons un inconfort psychologique lorsque deux attitudes qui sont liées ne sont pas cohérentes. C'est notamment ce qui se passe quand le produit acheté ne correspond pas à la description qu'en fait la publicité. Ainsi, les acheteurs d'un produit sont souvent beaucoup plus attentifs à la publicité pour ce produit que les non-acheteurs, dans la mesure où ils essaient de se persuader qu'ils n'ont pas commis d'erreur en achetant ledit produit. Exemple typique de la publicité.